La pluie tombait à verse en cette soirée de novembre, transformant les rues de Brooklyn en rivières reflétant les néons et les phares des voitures. Emma Rodriguez poussa la porte vitrée du restaurant Sal's Diner, secouant les gouttes d'eau de ses cheveux bruns, tandis que l'odeur réconfortante du café et du fromage fondu l'enveloppait comme une étreinte familière. Ses baskets crissaient sur le sol en damier noir et blanc, alors qu'elle se précipitait vers l'arrière, déjà en retard de 10 minutes pour son double service. Tu es en retard. Mika appela Rosa depuis derrière le comptoir, son accent portoricain empreint d'affection plutôt que de reproche. La femme plus âgée travaillait chez Sal depuis 20 ans et traitait chaque serveuse comme sa fille. Je sais, répondit Emma à bout de souffle, nouant son tablier autour de sa taille avec une efficacité acquise par l'habitude. Le métro a encore eu du retard et j'ai dû m'arrêter à l'hôpital pour déposer les papiers d'assurance de maman. L'expression de Rose s'adoucit immédiatement. Comment va Isabelle? Emma esquissa un sourire, même si le poids sur ses épaules semblait s'alourdir à cette question. Les médecins disent qu'elle réagit bien au traitement. Les factures, cependant, ajouta-t-elle, ne voulant pas accabler Rosa avec des chiffres qui l'empêchaient de dormir la nuit. La dette s'élevait désormais à plus de 200 000 dollars, une montagne qu'elle gravissait à raison d'une double garde à la fois. Dieu pourvoira, ma chérie, dit Rosa en serrant la main d'Emma. Tu es une bonne fille. Ton père serait fier de toi. La mention de son père provoqua une douleur familière dans la poitrine d'Emma. Le détective Michael Rodriguez avait été tué dans l'exercice de ses fonctions 5 ans auparavant, pris entre deux feux lors d'une situation qui avait mal tourné. Il avait toujours dit à Emma qu'il n'était pas toujours facile de faire ce qui était juste, mais que cela en valait toujours la peine. Elle essayait de vivre selon ses mots, même lorsque faire ce qui était juste signifiait travailler 70 heures par semaine et survivre avec 3 heures de sommeil. La table 6 a besoin d'eau, dit Rosa doucement, ramenant Emma au présent. Et la table 12 vient de s'asseoir. Emma attrapa un pichet d'eau et commença sa tournée à travers le paysage familier des banquettes en vinyle rouge et des tables au bord chromé. Le restaurant Sal's était une institution à Brooklyn, l'un des derniers restaurants traditionnels dans un quartier de plus en plus rempli de cafés branchés et de restaurants artisanaux. Les habitués l'adoraient pour son authenticité, ses vrais milkshakes, ses hamburgers qui avaient vraiment le goût du bœuf, ses tartes maison que la sœur de Rose préparait chaque matin. La foule du soir s'épaississait progressivement. Des camionneurs venaient manger un morceau avant de reprendre la route. Les infirmières de l'hôpital, situées à 3 pâtés de maison, encore vêtues de leur blouse. Les couples âgés qui venaient ici depuis 50 ans. Et parfois, même si Emma essayait de ne pas trop y penser, des gens qui avaient franchi la ligne de la légalité. Brooklyn avait beaucoup changé au fil des ans, mais certaines choses restaient immuables. Le quartier avait toujours ses zones d'ombre, ses histoires chuchotées, ses règles tacites. Emma avait appris très tôt à faire profil bas, à servir tout le monde avec le même sourire poli et à ne jamais poser de questions sur les hommes en costume coûteux qui occupaient parfois la table du coin. Emma, dit une petite voix, attirant son attention vers la table 7. 2 enfants de 6 ans, un garçon et une fille, trépignaient pratiquement sur leur siège. Sophia et Marco, les jumeaux. Le visage d'Emma s'illumina d'une chaleur sincère lorsqu'elle s'approcha de leur table. Eh bien, si ce ne sont pas mes clients préférés, que faites-vous ici par cette soirée pluvieuse? Sophia, avec ses boucles brunes retenues par un bandeau rouge, sourit largement. Papa a dit qu'on pouvait manger des crêpes pour le dîner. On peut avoir celles aux pépites de chocolat, s'il vous plaît? Je veux celles aux myrtilles, déclara Marco, son expression sérieuse contrastant de manière comique avec son petit visage. Il ressemblait à un homme d'affaires miniature dans son petit polo. Bien sûr, répondit Emma en ébouriffant affectueusement les cheveux de Marco. Elle avait servi ses enfants au moins une douzaine de fois au cours des 6 derniers mois, toujours charmés par leur manière polie et leur enthousiasme contagieux. Ils ne venaient jamais avec leur mère. Emma avait appris, en surprenant des conversations, que la femme était décédée quelques années auparavant. Ils venaient plutôt avec leur père ou parfois avec un homme à l'air sévère qui semblait être une sorte d'assistant. Ce soir-là, leur père était assis en face d'eux et Emma ressentit son habituel mélange de fascination et de malaise en le regardant. Dante Moretti était impossible à ignorer, même lorsqu'il essayait de se fondre dans la masse. Il portait un simple pull noir et un jean,
sans bijoux clinquants, ni signes ostentatoires de richesse, mais il y avait quelque chose en lui qui attirait l'attention. Peut-être était-ce sa posture parfaite, celle d'une personne habituée à l'autorité. Peut-être était-ce l'intelligence vive qui se lisait dans ses yeux sombres, constamment attentif à tout ce qui se passait autour de lui. Ou peut-être était-ce simplement la réputation qui le précédait, les rumeurs qui circulaient dans les réseaux clandestins de Brooklyn. Emma savait qui il était. Tout le monde dans le quartier savait qui était Dante Moretti, même s'il faisait semblant de l'ignorer. Elle avait entendu des histoires sur les affaires de sa famille, sur son influence, sur l'empire bâti sur des fondations qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Mais elle l'avait aussi vu avec ses enfants. Et cette version de Dante Moretti était quelqu'un de complètement différent. Doux, patient, présent d'une manière qui témoignait d'un amour sincère. Bonsoir, Monsieur Moretti, dit Emma de manière professionnelle, en croisant brièvement son regard. Un café, s'il vous plaît, répondit-il d'une voix grave qui parvenait à être à la fois autoritaire et polie. Noir, sans sucre. Alors qu'Emma lui versait son café, elle remarqua que ses yeux scrutaient sans cesse le restaurant, jamais immobile, toujours attentif. C'était le comportement de quelqu'un qui avait appris que se détendre pouvait être dangereux. Même ici, dans un modeste restaurant avec ses enfants, il ne pouvait pas baisser complètement sa garde. Papa, regarde ça, dit Sophia en essayant de faire tenir une cuillère en équilibre sur son nez. Marco tenta immédiatement de l'imiter et les deux enfants éclatèrent de rire lorsque les cuillères tombèrent bruyamment sur la table. Pendant un instant, l'expression sérieuse de Dante s'adoucit pour laisser place à quelque chose qui s'apparentait à la paix. Il sourit à ses enfants, un vrai sourire qui transforma tout son visage. Très impressionnant, Principessa, mais garde peut-être les cuillères sur la table avant que nous ne perdions un œil. Monsieur Moretz, c'est vrai, dit Emma avec un clin d'œil. J'ai vu des incidents assez graves liés à des cuillères dans ma vie. C'est très dangereux. Les jumeaux gloussèrent et Emma ressentit cette chaleur familière dans sa poitrine. Ces moments, ces simples relations humaines, c'est ce qui rendait ces longues heures supportables. Peu importait qui était leur père ou ce qu'ils faisaient. C'étaient juste des enfants qui méritaient de la gentillesse et une vie normale. Je vais commencer à préparer les pancakes, dit Emma en se tournant vers la cuisine. Alors qu'elle s'éloignait, elle sentit le regard de Dante la suivre brièvement avant de revenir vers ses enfants. Ce n'était ni menaçant ni gênant, juste la même attention qu'il portait à tout ce qui l'entourait. La cuisine était un chaos contrôlé, avec S lui-même aux commandes du grill, tandis que deux autres cuisiniers jonglaient avec les commandes. Emma accrocha la commande des jumeaux à la roue et prit 3 assiettes qui étaient prêtes pour la table 11. Le rythme du travail était apaisant dans sa prévisibilité. Prendre les commandes, servir les plats, remplir les verres, débarrasser les assiettes, recommencer. Cela occupait ses mains et son esprit, ne lui laissant guère le temps de s'inquiéter des factures d'hôpital, du prochain traitement de sa mère, ou de savoir si elle aurait un jour une vie au-delà du travail et de l'épuisement. La table 12 a besoin de l'addition, cria Rosa, et Emma acquiesça, déjà en mouvement. Le restaurant se remplissait maintenant. Presque toutes les tables étaient occupées. La pluie avait poussé les gens à se réfugier à l'intérieur, à la recherche de chaleur et de plats réconfortants. Les vitres étaient embuées par la condensation, créant une atmosphère cocooning qui semblait éloigner le monde hostile de l'extérieur. Emma servait les repas, remplissait les tasses de café et discutait avec les habitués, tout en gardant un œil sur la table 7. Elle avait appris à être attentive aux besoins des jumeaux. Sophia aimait que ses pancakes soient coupés en petits morceaux. Marco préférait son lait dans une tasse bleue spécifique. Et tous deux avaient besoin de serviettes supplémentaires car ils mangeaient avec enthousiasme et sans faire attention aux dégâts. Lorsque leur repas fut prêt, Emma transporta les assiettes avec précaution à travers le restaurant bondé. 2 pancakes aux pépites de chocolat pour la belle demoiselle, annonça-t-elle en posant l'assiette de Sophia avec emphase, et des pancakes aux myrtilles pour le beau monsieur. Merci, ma Emma, dirent les deux enfants en chœur, et Dante acquiesça en signe de reconnaissance. Puis-je vous apporter autre chose? Demanda Emma. C'est parfait, répondit Dante. Il y avait quelque chose dans sa voix, une sincère gratitude qui semblait presque étrangère à lui-même, comme s'il n'était pas habitué à de simples marques de gentillesse. Alors qu'Emma se retournait pour partir, Sophia tendit la main et lui saisit le poignet.
Mademoiselle Emma, votre bracelet est tellement joli. C'est votre maman qui vous l'a donné? Emma baissa les yeux vers le simple bracelet en argent à son poignet. C'est un cadeau de mon père pour mes 16 ans. En fait, c'est mon papa qui me l'a donné. C'était il y a longtemps, mais je le porte tous les jours pour me souvenir de lui. Où est-il? Demanda Marco avec la franchise innocente de l'enfance. Il est au paradis, répondit Emma doucement. Mais je pense qu'il veille sur moi pour s'assurer que je vais bien. Sophia prit un air sérieux. Notre maman est au paradis aussi. Papa dit qu'elle est notre ange gardien. Emma eut un pincement au cœur. Elle jeta un coup d'œil à Dante et vit une expression de vulnérabilité passer sur son visage avant qu'il ne la masque. Je suis sûr que c'est vrai, dit Emma doucement, et je parie qu'elle est très fière de vous deux. Pouvez-vous être notre amie, mademoiselle Emma? Demanda soudain Sophia. Nous n'avons pas beaucoup d'amis. Papa dit que c'était compliqué. Avant qu'Emma n'ait pu répondre, Dante dit doucement. Sophia, Massad, mais mademoiselle Emma a du travail. Nous ne pouvons pas accaparer tout son temps. Mais son regard croisa celui d'Emma et elle y vit quelque chose. Peut-être de la solitude, peut-être des regrets, peut-être simplement la reconnaissance d'une personne qui, comme elle, naviguait à sa manière dans les complications de la vie. Je suis déjà votre amie, dit Emma en serrant doucement la main de Sophia. Et les amis veillent les uns sur les autres, n'est-ce pas? Oui. Les jumeaux acquiescèrent avec enthousiasme. Alors qu'Emma s'éloignait, elle sentit à nouveau le regard de Dante posé sur son dos, plus intense cette fois, chargé d'une émotion qu'elle ne pouvait tout à fait nommer. La soirée avançait. Emma se déplaçait dans sa section avec une grâce efficace, son corps fonctionnant en pilote automatique, même si son esprit vagabondait vers les tâches du lendemain. Elle devait appeler l'administrateur de l'hôpital au sujet d'un plan de paiement, aller chercher les ordonnances de sa mère, peut-être trouver le temps de dormir quelques heures avant que son service du matin ne commence à 6 heures. À 20h47, selon l'horloge au-dessus du comptoir, tout changea. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, avec suffisamment de force pour claquer contre le mur. 3 hommes entrèrent, le visage partiellement dissimulé par le col relevé de leur veste et leur casquette de baseball enfoncée sur la tête. La pluie s'engouffra avec eux, accompagnée d'autres choses. Une attention si intense qu'elle semblait aspirer l'air de la pièce. Emma, qui se tenait près de la machine à café, sentit son instinct s'alarmer. Elle avait grandi à Brooklyn, fille d'un détective, et avait hérité de la capacité de son père à détecter le danger dans les subtils changements du langage corporel et de l'atmosphère. Ces hommes n'étaient pas des clients cherchant à s'abriter de la pluie. Le restaurant devint silencieux, à l'exception du grésillement du grill et du faible bourdonnement des réfrigérateurs. Les conversations s'interrompirent en plein milieu d'une phrase. Même S, qui avait tout vu en 30 ans à la tête de cet établissement, se figea, sa spatule suspendue en l'air. Le regard du chef de file balaya la salle avec une concentration prédatrice avant de se poser sur la table 7, sur Dante Moretti et ses 2 enfants. Le temps semblait ralentir, chaque seconde s'étirant comme du caramel. Emma vit le langage corporel de Dante passer instantanément de celui d'un père détendu à quelque chose d'autre, complètement différent, tendu, prêt, dangereux. Sa main bougea de manière presque imperceptible, se tendant par-dessus la table pour toucher les bras de ses enfants. « Restez derrière moi, dit-il doucement, sa voix portant un ton d'autorité absolue auquel les jumeaux obéirent immédiatement sans poser de questions. Des années d'entraînement, réalisa Emma avec un frisson. On leur avait appris quoi faire dans des situations comme celle-ci. L'homme en tête fit 3 pas dans le restaurant, sa main droite était à l'intérieur de sa veste et la voix du père d'Emma résonna dans sa mémoire. Quand quelqu'un cache sa main comme ça, c'est soit qu'il a très froid, soit qu'il est très dangereux. En général, c'est la deuxième option. Moretti, dit l'homme, sa voix résonnant dans le restaurant silencieux. Vous avez quelque chose qui appartient à mon employeur. Nous sommes venus le récupérer. Dante se leva lentement, se plaçant entre les hommes et ses enfants. Son visage était parfaitement calme, mais Emma pouvait voir le calcul dans ses yeux, évaluant les issues, les distances, les possibilités. « Ce n'est pas le bon endroit, dit-il d'un ton neutre. Il y a des innocents ici. Des enfants. Oui, vos enfants, dit un autre homme avec un sourire cruel. C'est drôle comme ça marche. Le cœur d'Emma battait à tout rompre. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Rosa, figée derrière le comptoir,
Le couple âgé dans la cabine 3, se tenant la main, la jeune mère avec son bébé dans le coin, les larmes coulant sur son visage. Tout le monde était pris au piège dans cet instant, otage du conflit de quelqu'un d'autre. La posture de Dante changea légèrement, et Emma le remarqua. Son père lui avait appris à reconnaître les signes avant-coureurs d'une attaque, les préparatifs physiques subtils que quelqu'un effectue avant que la violence n'éclate. Dante se préparait à défendre ses enfants, mais l'angle était mauvais. Les hommes étaient positionnés de telle sorte que toute confrontation mettrait les jumeaux directement en danger. La main du chef commença à sortir de sa veste. Emma ne réfléchit pas. La voix de son père résonna dans sa mémoire. Parfois, la bonne chose à faire n'est pas la plus intelligente, Mia. Mais c'est quand même la bonne chose à faire. Elle fit 3 pas depuis la machine à café jusqu'à la table 7. Elle se plaça entre les enfants et la porte, les bras légèrement écartés, comme si elle pouvait les protéger avec son poids de 57 kilos. « S'il vous plaît, dit-elle d'une voix remarquablement calme, malgré la terreur qui coulait dans ses veines. Il y a des enfants ici. Quel que soit votre problème, il peut être résolu ailleurs. Laissez-les partir. » L'expression du chef changea, passant de la surprise à quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Madame, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Je sais qu'il y a 2 enfants de 6 ans qui n'ont rien fait de mal, » répondit Emma. Derrière elle, elle sentait Sophia et Marco trembler. Elle pouvait sentir la tension de Dante comme de l'électricité dans l'air. Quoi qu'il arrive, cela ne doit pas les impliquer. « Emma bouge, » dit Dante, la voix tendue par une peur contenue. Et elle réalisa avec stupéfaction qu'il avait peur pour elle. Cet homme, qui craignait probablement très peu de choses, avait peur pour la serveuse qui s'était interposée entre ses enfants en danger. « Tout va bien, » dit Emma doucement, sans savoir si elle s'adressait à Dante, aux enfants ou à elle-même. Le regard du chef s'endurcit. « Dernière chance, Moretti. Ce que nous cherchons, ou la suite de ses paroles, fut couvert par le bruit soudain d'un mouvement. » Emma sentit plus qu'elle ne vit le changement dans la dynamique. La façon dont la violence peut exploser à partir du calme en un battement de cœur. Il y eut des cris, le bruit de la vaisselle qui se brisait tandis que les gens se mettaient à couvert. Rosa hurlait derrière le comptoir, puis vint la douleur. Elle éclora dans l'abdomen d'Emma comme une fleur de feu, lui coupant le souffle et faisant perdre son équilibre. Au même instant, elle entendit Sophia crier, sentit des mains puissantes la rattraper, alors que ses jambes se dérobaient sous elle. Elle entendit la voix de Dante, qui n'était plus calme ni maîtrisée, crier quelque chose qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Le sol vint à sa rencontre. Ou peut-être était-elle en train de tomber. Les dalles du plafond au-dessus de sa tête lui semblaient très blanches, très lointaines. Il y avait d'autres bruits, des pas précipités, d'autres cris, des sirènes qui hurlaient déjà au loin parce que quelqu'un avait dû appeler pendant qu'elle ne faisait pas attention. « Emma, reste avec moi. » Le visage de Dante apparut au-dessus d'elle, ses mains appuyant sur son ventre avec une pression ferme et régulière. Il y avait du sang. Elle pouvait le voir sur ses mains, sombre et inquiétant, et elle comprit vaguement que c'était le sien. « Regarde-moi. Reste avec moi. » Les enfants, parvint-elle à murmurer, chaque mot lui demandant un effort dont elle n'était pas sûre d'être capable. « Ils sont en sécurité, » dit Dante, et il y avait quelque chose dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Une qualité brute, comme si quelque chose en lui était en train de se briser. « Tout va bien se passer, les secours arrivent, restez éveillés, regardez-moi dans les yeux. » Elle essaya de se concentrer sur son visage, mais celui-ci restait flou sur les bords. Elle pouvait entendre Sophia pleurer. Elle pouvait entendre la petite voix de Marco demander si Mademoiselle Emma allait comme maman aller au paradis, et son cœur se brisa pour eux alors même que son corps se refroidissait. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda Dante, et Emma réalisa avec surprise que ses yeux brillaient de larmes contenues. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» C'était une bonne question. Elle connaissait à peine ses enfants. Elle ne connaissait pas leur père, sauf comme un client qui laissait toujours de généreux pourboires et disait « s'il vous plaît » et « merci ». Elle avait ses propres problèmes, sa propre vie dont elle devait s'occuper. Il n'y avait aucune raison logique de s'être interposée devant le danger pour eux, sauf qu'il y en avait une. Le père d'Emma lui avait appris que chaque vie comptait, que les enfants méritaient d'être protégés, qu'il fallait parfois être courageux, même quand on était terrifié.
Et à ce moment-là, quand elle avait vu ces deux petits visages remplis de peur, elle n'avait pas eu le choix. Ce ne sont que des enfants, murmura-t-elle, et même à ses propres oreilles, sa voix semblait lointaine. Ce ne sont que des enfants. Tout va bien se passer, répéta Dante, mais elle pouvait entendre la peur derrière ses mots. L'ambulance est là, tiens bon. Les ambulanciers envahirent son champ de vision, le visage professionnel et inquiet. Elle se sentit soulevée, sentit l'air froid de la nuit alors qu'il la transportait vers l'ambulance. La pluie tombait sur son visage et elle pensa distraitement que cela lui faisait du bien, que cela la purifiait en quelque sorte. Dante monta dans l'ambulance avec elle, toujours en lui tenant la main, son pull coûteux trempé par la pluie et son sang. Derrière lui, à travers les portes ouvertes, Emma pouvait voir Vincent, l'homme sévère qui accompagnait parfois les jumeaux, rassembler Sophia et Marco, les protégeant de la vue d'elle sur la civière. « Monsieur, êtes-vous de la famille ?» demanda un ambulancier. Dante. « Oui, répondit Dante sans hésiter, les yeux rivés sur le visage d'Emma. Elle fait partie de la famille. » L'ambulancier acquiesça et se mit au travail, fixant des moniteurs, posant une perfusion, parlant dans un jargon médical rapide qu'Emma ne comprenait pas tout à fait. Elle sentit une pression sur son abdomen, la piqûre des aiguilles, son corps manipulé tandis qu'il tentait de la stabiliser. « Emma, dit Dante en lui serrant doucement la main. « Tu m'entends ?» Elle parvint à hocher légèrement la tête. Même ce simple mouvement lui demandait d'un effort immense. Son corps était lourd, déconnecté, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. « Je veux que tu te battes, dit-il. Il y avait une intensité féroce dans sa voix qui transperça le brouillard qui l'envahissait. « Je veux que tu restes ici. Mes enfants ont besoin de toi. J'ai besoin que tu restes. J'essaie, murmura-t-elle. Même si elle n'était pas sûre d'y parvenir, le froid envahissait son corps, ralentissant et brouillant ses pensées. Elle se sentait s'échapper comme de l'eau entre ses mains. « Parle-moi de ta mère, dit soudain Dante. Tu as dit qu'elle a été malade. Parle-moi d'elle. » Emma cligna lentement des yeux, essayant de se concentrer sur son visage. « Isabelle, parvint-elle à dire. Elle est forte, comme mon père. Elle m'a appris à toujours aider les gens, à être gentille. Tu as bien appris, dit Dante, la voix légèrement brisée. Tu es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée, Emma Rodriguez. Ne nous quitte pas. Ne les quitte pas. Ils ont déjà assez perdu. » L'ambulance filait à toute allure dans les rues de Brooklyn, sirène hurlante. Emma sentait chaque virage, chaque bosse, envoyer des vagues de douleur à travers son corps. Les ambulanciers travaillaient avec une efficacité urgente, parlant d'une voix calme qui ne correspondait pas tout à fait à la vitesse de leur mouvement. « La tension artérielle baisse, dit l'un d'eux. Nous devons aller plus vite. 3 minutes jusqu'à Brooklyn Methodist. » Le chauffeur répondit. « 3 minutes. » Emma se demanda si elle avait 3 minutes. Elle se demanda si sa mère s'en sortirait sans elle, qui paierait les frais médicaux, si Rosa se souviendrait de mettre des pépites de chocolat supplémentaires dans les pancakes des jumeaux. Des pensées stupides, insignifiantes. Mais elles flottaient dans son esprit comme des feuilles sur l'homme. « Emma, ouvrez les yeux, ordonna Dante, et elle réalisa qu'elle les avait fermés. « Regarde-moi. Dis-moi quelle est la couleur préférée de Sophia. »« Le rouge, murmura Emma, s'accrochant à la question comme à une bouée de sauvetage. Elle aime les bandeaux rouges et Marco aime le bleu, comme le ciel, comme les héros. C'est vrai, dit Dante en lui caressant le dos de la main avec son pouce. Il parle de toi, tu sais, à la maison. Mal Emma sourit toujours. Mal Emma raconte les meilleures blagues. Mal Emma rend le monde plus sûr. Tu les protèges depuis des mois, à ta manière. Ce soir, c'était juste plus important. Emma voulait lui dire que ce n'était pas de la protection. C'était juste être humaine. Mais les mots ne venaient pas. Le froid avait maintenant atteint sa poitrine, rendant sa respiration difficile. Les moniteurs se mirent à biper de manière plus urgente. Une possible hémorragie interne, dit un ambulancier. Notre équipe doit être prête à notre arrivée. Vous y êtes presque, lui dit Dante d'une voix pressante. Tenez bon encore un peu. Vous êtes si forte, Emma. Plus forte que tous ceux que j'ai connus. Vous vous êtes exposée au danger pour 2 enfants que vous connaissiez à peine. Ce n'est pas ordinaire. C'est extraordinaire. L'ambulance s'arrêta brusquement et soudain, il y eut plus de monde, plus de mains. Une civière fut sortie du véhicule. Emma aperçut l'entrée de l'hôpital. Des lumières vives perçaient de la pluie. Dante était emmené.
Une infirmière lui disait qu'il ne pouvait pas entrer dans la salle d'opération, mais il lui tint la main jusqu'à la dernière seconde. Pourquoi? Demanda-t-il à nouveau, la voix brisée. Pourquoi as-tu fait ça? Emma le regarda, cet homme complexe, les mains couvertes de sang et les yeux remplis d'amour, et elle comprit quelque chose de fondamental. Les gens n'étaient pas unidimensionnels. Ils étaient contradictoires, capables à la fois de noirceur et de lumière, de violence et de tendresse. Elle avait vu comment il regardait ses enfants, l'amour désespéré d'un parent essayant de protéger ce qui comptait le plus dans un monde dangereux. Parce que, murmura-t-elle, utilisant le peu de force qui lui restait pour parler clairement, quelqu'un devait être leur ange. Puis la porte de la salle d'opération s'ouvrit et elle fut entraînée dans la lumière, le bruit et les voix pressantes. La dernière chose qu'elle entendit avant que le monde ne s'assombrisse fut Dante Moretti, le redoutable chef du crime organisé, criant son nom comme une prière. À l'extérieur de la salle d'opération, Dante s'effondra sur une chaise en plastique, les mains encore tremblantes, encore tachées du sang d'Emma. Vincent apparut à ses côtés avec Sophia et Marco. Les visages des deux enfants étaient baignés de larmes. « Papa, est-ce que mademoiselle Emma va mourir? » demanda Sophia d'une petite voix tremblante. Dante serra les deux enfants contre lui, les tenant avec une férocité née de la terreur de la nuit. « Je ne sais pas, Principessa, répondit-il honnêtement, car il n'avait jamais menti à ses enfants sur des choses importantes. Mais elle se bat, et nous allons nous battre avec elle, d'accord? Nous allons prier, espérer et faire tout ce que nous pouvons. Elle nous a sauvés, dit Marco, son petit visage sérieux encore plus solennel que d'habitude, comme une super-héroïne. Oui, acquiesça Dante, la voix rauque d'une émotion qu'il laissait rarement transparaître. Comme un super-héros, comme un ange, il s'assit, un bruit autour de chaque enfant, et fixa les portes de la salle d'opération. Pour la première fois en 15 ans, depuis la mort de sa femme, depuis qu'il avait bâti son empire sur des fondations de peur et de contrôle, Dante Moretti se sentait vraiment impuissant. Tout son pouvoir, toute son influence, tout son argent, rien de tout cela ne pouvait aider la femme qui se battait pour sa vie derrière ses portes. La femme qui avait tout donné pour protéger deux enfants qu'elle n'avait aucune obligation de sauver. La femme qui avait regardé ses enfants et vu ce qu'ils voyaient. Une innocence qui valait la peine de mourir. Dans sa poche, son téléphone vibrait, recevant des messages de son organisation qui exigeaient de savoir ce qui s'était passé et demandaient des représailles. Interrogeant sa prochaine décision, Dante les ignora tous. Sa prochaine décision était de rester assis dans cette chaise inconfortable, tenant ses enfants dans ses bras, et d'attendre de voir si une serveuse altruiste nommée Emma Rodriguez survivrait à la nuit. Dehors, la pluie de novembre continuait de tomber sur Brooklyn, nettoyant les rues, mais incapable d'effacer la certitude que tout avait changé. Que quelque part dans le chaos et la violence de ce monde, il y avait encore des gens capables d'un altruisme extraordinaire, que des anges marchaient parmi eux, vêtus de baskets et de tablières de serveuses, servant des crêpes et protégeant des enfants avec rien d'autre que leur corps fragile et leur immense courage. Et Dante Moretti, qui se croyait irrécupérable, se surprit à espérer désespérément que cet ange particulier survivrait pour voir un autre matin. Les lumières fluorescentes de l'unité de soins intensifs de l'hôpital méthodiste de Brooklyn bourdonnaient d'une constance stérile que Dante Moretti en était venu à détester au cours des 18 dernières heures. Il était assis sur une chaise en vinyle inconfortable à l'extérieur de l'unité de soins intensifs, son pull coûteux remplacé par un T-shirt gris uni que Vincent lui avait apporté, même si des traces de sang tachaient encore ses mains, malgré le nombre de fois où il les avait frottés dans le lavabo de la salle de bain. Sophia et Marco dormaient d'un sommeil agité sur le canapé de la salle d'attente, leurs petits corps blottis l'un contre l'autre sous la veste de Vincent. Il était 3h47 du matin, selon l'horloge murale que Dante avait regardé tourner à chaque seconde interminable depuis qu'Emma Rodriguez avait été emmenée en salle d'opération, 4 heures d'opération, il y a 2 heures de réveil, 12 heures de surveillance intensive. Le médecin avait parlé avec prudence d'un traumatisme important, d'une hémorragie interne massive et d'un état critique. Ils avaient réussi à arrêter l'hémorragie, à réparer les dommages, mais le corps d'Emma était en état de choc à cause de la perte de sang. Elle était en vie, mais à peine, respirant à l'aide de machines, ses signes vitaux surveillés par une technologie qui bipait et bourdonnait dans un rythme sans fin. « Vous devriez rentrer chez vous, patron, »
dit Vincent doucement, apparaissant avec 2 tasses de café hospitalier infect. Il était le bras droit de Dante depuis 15 ans et savait mieux que quiconque à quel point cette veille était inhabituelle. Les enfants ont besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Je peux rester. Je vous appellerai s'il y a du changement. Dante accepta le café, mais ne le but pas. Je ne pars pas. Vincent s'installa dans le fauteuil à côté de lui, le visage buriné, pensif. Je peux vous poser une question, et je ne veux pas vous manquer de respect, mais pourquoi? Pourquoi sommes-nous encore ici? Elle ne fait pas partie de la famille. Elle ne fait pas partie de l'organisation. C'est une serveuse qui a fait un choix courageux. Oui, mais quoi? Dante l'interrompit d'une voix basse et tendue, mais elle n'a aucune importance. Je devrais simplement m'en aller parce qu'elle n'est personne d'important. Ce n'est pas ce que je dis, répondit Vincent avec prudence. Je dis que tu as des responsabilités. L'organisation se pose des questions. L'incident d'hier soir, fit-il après une pause, Chapeau choisissant ses mots avec soin. Les gens se demandent pourquoi le gang Castiano s'est assez audacieux pour passer à l'action. Ils remettent en question ton jugement, ta force. Dante serra les mâchoires. La famille Castellano repoussait les limites depuis des mois, testant ses territoires, sa patience. La nuit dernière avait été leur action la plus effrontée à ce jour, s'introduisant dans un lieu public, mettant des civils en danger. C'était un message, un défi. Dans des circonstances normales, Dante serait déjà en train de planifier sa réponse, démontrant pourquoi un tel manque de respect avait des conséquences. Mais chaque fois qu'il pensait à partir, il voyait le visage d'Emma lorsqu'elle s'était effondrée. Il entendait sa question murmurer. Les enfants sont en sécurité? Mon jugement est bon, dit finalement Dante. Ma force aussi. Quiconque remet en question l'un ou l'autre peut m'en parler directement. Ils ont peur, patron, dit Vincent sans détour. Tu es ici depuis 18 heures. Tu n'as pas passé un seul coup de fil pour les affaires. Tu es assis dans un hôpital pour une femme que tu connais à peine. Ce n'est pas ton genre. Ça rend des gens nerveux. Tant mieux, répondit Dante. Les gens nerveux sont des gens prudents. Vincent soupira mais n'insista pas. Après 23 ans dans cette vie, il savait reconnaître les disputes futiles. Il sortit son téléphone et fit défiler ses messages. La police veut vous interroger, vous et les enfants. Procédure standard pour les témoins. Pas la police. Pas encore. La voix de Dante était ferme. Les jumeaux ont déjà assez souffert. Quand je serai prêt à faire une déposition, j'appellerai l'inspecteur Morrison. Il me doit une faveur. Cela faisait partie de la vie. L'équilibre délicat entre coopération et instinct de survie, entre paraître serviable et ne rien révéler d'utile. Dante naviguait dans ces eaux depuis l'âge de 20 ans, lorsque son père était décédé et lui avait laissé un empire bâti sur la loyauté, la peur et des relations très prudentes avec les bonnes personnes. J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner sur elle, dit Vincent en sortant d'un petit carnet. Emma Rodriguez, 28 ans, a grandi à Brooklyn, dans le quartier de Bensonhurst. Son père était Michael Rodriguez, détective au NYPD. Il a été tué dans l'exercice de ses fonctions il y a 5 ans lors d'une intervention à Red Hook. L'attention de Dante s'aiguisa. Tué comment? Au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a eu une confrontation. Des coupes de feu ont été échangées. Il a été touché alors qu'il tentait de protéger des passants. Vincent croisa le regard de Dante de manière significative. Il s'était interposé devant des civils, tout comme sa fille. Un frisson parcourut la poitrine de Dante. Tel père, telle fille, tous deux prêts à se sacrifier pour des inconnus. Vincent continua à lire. Sa mère, Isabelle Rodriguez, 56 ans, est actuellement traitée pour un cancer du sein de stade 3 dans le même hôpital. Les frais médicaux s'élèvent à plus de 200 000 $. Emma travaille 2 fois plus au restaurant et fait des remplacements le week-end pour essayer de couvrir les frais. Pas de casier judiciaire, pas même une contravention. Elle a obtenu son diplôme d'études secondaires avec mention, mais n'a pas pu se permettre d'aller à l'université. Elle a refusé des bourses d'études pour rester à la maison et s'occuper de sa mère après le décès de son père. Elle a renoncé à son avenir, dit Dante doucement. Pour s'occuper de sa famille, on dirait bien. À tous égards, elle est exactement ce qu'elle semble être. Une bonne personne qui travaille dur et qui essaie d'aider sa mère. Vincent a fermé son carnet.
Ce qui rend cela encore plus étrange, patron. Elle n'avait aucune raison de s'impliquer hier soir. Aucun lien avec vous ou les enfants, à part leur avoir servi des crêpes à quelques reprises. Elle aurait pu rester derrière le comptoir. Elle aurait pu s'enfuir par derrière. Au lieu de cela, elle s'est interposée devant 3 hommes armés. Non, l'interrompit Dante brusquement, en jetant un coup d'œil à ses enfants endormis. Pas devant eux. Vincent acquiesça d'un signe de tête désolé. Ce que je veux dire, c'est que les gens comme ça n'existent pas dans notre monde. Les gens ne risquent pas tout pour des étrangers. Il y a toujours un intérêt, toujours quelque chose qu'ils veulent. Peut-être qu'elle est différente, dit Dante. Peut-être qu'elle est exactement ce qu'elle semble être. Quelqu'un qui voit des enfants en danger et réagit par pur instinct. Et ça ne t'inquiète pas, demanda Vincent, ce niveau de bonté. Dans notre monde, ce genre de personne finit par être corrompue ou détruite. Elle a déjà été détruite, dit Dante d'une voix rauque. Elle se bat pour sa vie à cause de moi. Parce que mes décisions, ma vie, mes ennemis l'ont mise dans cette situation. Vincent resta silencieux pendant un moment. Patron, tu n'as pas appuyé sur la gâchette. Tu ne lui as pas demandé de s'interposer. Mais c'est à cause de moi qu'ils étaient là. L'interrompit Dante. Mes choix ont créé cette situation. C'est une personne innocente prise dans le feu croisé d'une vie qu'elle n'a jamais choisie. Il se frotta le visage, fatigué. Tout comme ma femme, tout comme tous ceux qui finissent par s'approcher de moi. La mention de la défunte épouse de Dante et Lucia flottait dans l'air entre eux. Elle était morte 3 ans auparavant, non pas d'un acte de violence, mais d'une maladie qui n'avait pas été diagnostiquée à temps. Lorsqu'il l'avait découverte, il était trop tard. Dante avait mobilisé toutes ses ressources pour lutter contre le problème. Les meilleurs médecins que l'argent pouvait acheter. Des traitements expérimentaux. Tout. Rien n'avait fonctionné. Il avait été contraint de regarder, impuissant, la femme qu'il aimait s'éteindre, le laissant seul avec 2 enfants de 3 ans et un cœur qui s'était endurci jusqu'à devenir froid et impénétrable. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Une infirmière sortit de l'unité de soins intensifs et Dante se leva immédiatement. Comment va-t-elle? L'infirmière, une femme d'une 50aine d'années au visage aimable, esquissa un petit sourire. Elle est stable, toujours dans un état critique, mais ses signes vitaux s'améliorent légèrement. Les prochaines 48 heures seront cruciales. Puis-je la voir? Demanda Dante. Seulement la famille, j'en ai bien peur. C'est la politique de l'hôpital. Je suis sa famille. Dante hésita, ne sachant pas quel mensonge raconter. Mais Vincent intervint avec douceur. C'est son fiancé, dit-il. Ils devaient se fiancer le mois prochain. S'il vous plaît, il laisse rester ici toute la nuit. L'expression de l'infirmière s'adoucit avec compassion. Juste quelques minutes et veuillez ne pas toucher aux appareils ni essayer de la réveiller. Son corps a besoin de repos pour guérir. Dante acquiesça et suivit de l'infirmière à travers les portes automatiques jusqu'à l'unité de soins intensifs. La pièce était faiblement éclairée et comportait 6 lits séparés par des rideaux. Les sons des appareils médicaux créaient une symphonie de bips, de sifflements et de respiration mécanique. Dans le 3e lit, partiellement caché par un rideau bleu, gisait Emma Rodriguez. Dante eut le souffle coupé. Elle semblait incroyablement petite dans son lit d'hôpital, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller blanc, sa peau pâle contrastante avec les différents tubes et fils reliés à son corps. Un respirateur l'aidait à respirer avec une précision rythmique. Des perfusions intraveineuses partaient de ses 2 bras. Des moniteurs affichaient son rythme cardiaque, sa tension artérielle et son taux d'oxygène en chiffres lumineux qui faisaient la différence entre la vie et la mort. « C'est une battante », dit doucement l'infirmière en ajustant l'une des poches de perfusion. À plusieurs moments pendant l'opération, nous avons cru la perdre, mais elle a continué à se battre. Quelle que soit la raison pour laquelle elle veut vivre, c'est ce qui la maintient en vie. Sa mère, Dante, pensait qu'Isabelle Rodriguez attendait dans une autre partie du même hôpital que sa fille se réveille, ne sachant pas encore qu'Emma avait été blessée. Vincent avait réussi à garder la nouvelle secrète, mais il ne pourrait pas la cacher éternellement. « Peut-elle m'entendre? » demanda Dante en approchant une chaise du lit. « Nous ne savons pas vraiment, » admit l'infirmière. Certains patients disent se souvenir de conversations alors qu'ils étaient inconscients. D'autres ne se souviennent de rien, mais j'encourage toujours les familles à leur parler.
Cela ne peut pas faire de mal et cela peut aider. Elle les laissa seuls et Dante s'assit sur la chaise, ne sachant pas trop quoi dire ou faire. Il avait déjà été à l'hôpital, quand son père était mort, quand Lucia était malade, quand Marco s'était cassé le bras en tombant de l'aire de jeu, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était quelqu'un qui avait sauvé la vie de ses enfants. Et il ne la connaissait même pas vraiment. Emma, dit-il finalement, d'une voix incertaine, je ne sais pas si tu peux m'entendre. L'infirmière dit que c'est possible. Je ne suis pas doué pour parler. Lucia disait que j'étais émotionnellement constipé. Il sourit légèrement à ce souvenir. Elle avait raison. Il tendit prudemment la main, en évitant les perfusions, et prit celle d'Emma. Elle était froide au toucher, petite et délicate dans sa grande paume. Sofia et Marco dorment dehors. Ils voulaient rester, ils voulaient te voir, mais les infirmières ne les laissent pas entrer dans l'unité de soins intensifs. Ils n'arrêtent pas de poser des questions sur toi. Quand Mademoiselle Emma se réveillera-t-elle? Pouvons-nous lui apporter des fleurs? Sera-t-elle toujours notre amie? Sa voix se fit rauque. Ils ont déjà perdu leur mère. Je ne peux pas. Ils ne peuvent pas te perdre toi aussi. Les moniteurs émettaient des bips réguliers, sans réponse. J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner sur votre passé, a poursuivi Dante. Je sais pour votre père, pour votre mère, pour les factures que vous essayez de payer. Je sais que vous avez tout abandonné pour prendre soin de votre famille. Il a fait une pause, luttant contre des émotions qu'il gardait habituellement enfouies. Vous êtes remarquable, Emma Rodriguez. Dans un monde où chacun ne pense qu'à soi, vous vous souciez de tout le monde, même des étrangers, même d'un homme comme moi et ses enfants. Il s'est adossé, toujours en lui tenant de la main, et a laissé le silence s'installer entre eux. L'unité de soins intensifs bourdonnait d'activité, même aux petites heures du matin. Les infirmières examinaient les patients, les médecins consultaient les dossiers, les machines maintenaient la vie grâce à la technologie et à la médecine. Ma femme vous aurait apprécié, a fini par dire Dante. Lucia était comme ça aussi. Gentille, altruiste. Elle voyait le meilleur chez tout le monde, même chez moi. Il rit amèrement, surtout chez moi. Elle m'a épousé en sachant exactement quelle était ma vie, ce que faisait ma famille. Elle pensait pouvoir me sauver, me racheter d'une manière ou d'une autre, faire de moi quelqu'un de meilleur. Il fixa le visage paisible d'Emma. Pendant un certain temps, elle y est parvenue. Quand elle était en vie, j'ai essayé d'être digne d'elle. J'ai essayé d'être l'homme qu'elle croyait que je pouvais être. Après sa mort, il s'interrompit. Les souvenirs étaient trop douloureux. Après sa mort, je suis redevenu ce que j'avais toujours été. Froid, calculateur, efficace. Le respirateur sifflait rythmiquement, respirant pour Emma, la maintenant en vie. Mais hier soir, en te voyant te placer devant mes enfants sans hésitation, sans penser à toi-même, la voix de Dante se brisa légèrement. Tu m'as rappelé que la bonté existe encore, que certaines personnes agissent encore par pure motivation, sans rien attendre en retour. Et maintenant, tu es ici, à te battre pour ta vie, parce que tu as protégé ce que j'aurais dû être capable de protéger. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, le visage dans sa main libre. Pour la première fois depuis la mort de Lucia, Dante Moretti se permit de ressentir tout le poids de ses choix, de sa vie, de ses échecs. Il avait bâti un empire, inspiré le respect et la crainte, subvenu aux besoins de sa famille par des moyens légitimes et autres. Mais il n'avait pas été capable de les protéger dans un restaurant par une nuit pluvieuse de novembre. Une serveuse avait fait ce qu'il n'avait pas pu faire. Je vais réparer ça, dit-il calmement mais fermement. Je m'occuperai des frais médicaux de ta mère, de tous, et je veillerai à ce que les responsables en subissent les conséquences. Pas par vengeance, pas par violence, mais par justice. La vraie justice. Tu mérites au moins cela. La porte s'ouvrit et Vincent apparut, faisant signe de manière pressante. Dante se leva à contre-cœur, toujours en tenant la main d'Emma. Je dois y aller, mais je reviendrai. Les enfants reviendront. Nous ne vous laisserons pas seuls dans cette épreuve. Il lui serra doucement la main et se retourna pour partir. Mais lorsqu'il atteignit de la porte, il se retourna une dernière fois. Merci, dit-il d'une voix à peine audible. Merci d'avoir considéré que mes enfants méritaient d'être sauvés. Merci d'avoir été leur ange gardien lorsqu'ils en avaient le plus besoin. À l'extérieur de l'unité de soins intensifs, Vincent semblait inquiet. Nous avons un problème. Madame Rodriguez, Aina. Ja, se passe.
La mère d'Emma demande à voir sa fille. Les infirmières lui ont dit qu'Emma venait généralement la voir tous les matins avant de prendre son service. Elle s'agite et pose des questions. Dante serra les mâchoires. Où est-elle? Au 4e étage, dans le service d'oncologie. Conduisez-moi là-bas. Ils traversèrent les couloirs de l'hôpital, croisant d'autres visiteurs matinaux et des employés de nuit épuisés qui se préparaient à rentrer chez eux. Le 4e étage était plus calme, plus feutré. Les centres de traitement du cancer dégageaient une énergie différente de celle des salles d'urgence ou des unités de soins intensifs, moins frénétiques, plus résignées. Une longue et lente bataille plutôt qu'une crise soudaine. Vincent le conduisit à la chambre 92 où une femme était assise dans son lit, ses cheveux gris enveloppés dans un foulard coloré. Isabelle Rodriguez avait la même ossature que sa fille, la même mâchoire déterminée, même affaiblie par la maladie et le traitement. Elle dégageait une force qui rappelait à Dante et Emma, allongée inconsciente 3 étages plus bas. « Madame Rodriguez, dit Dante en entrant dans la chambre, je m'appelle Dante Moretti. Je suis un ami d'Emma. » Les yeux perçants d'Isabelle l'évaluèrent rapidement, remarquant sa montre de luxe, son attitude, la façon dont Vincent montait la garde à la porte. « Vous n'êtes pas un ami, dit-elle sans détour. Les amis n'ont pas de garde du corps. Qui êtes-vous vraiment? Et où est-ce ma fille? » Dante apprécia sa franchise. Cela rendait ce qu'il avait à dire un peu plus facile. Il approcha une chaise de son lit et s'assit. « Emma a été blessée hier soir. Elle est en bas, aux soins intensifs. Son état est stable, mais grave. » Isabelle pâlit. « Comment? Que s'est-il passé? » « Il y a eu un incident au restaurant où elle travaille. Emma est protégée 2 enfants. Elle a été blessée. » Dante garda une voix calme, factuelle. Elle est dans un état critique, mais elle se bat. Les médecins disent que les prochaines 48 heures sont cruciales. Isabelle serra le drap du lit si fort que ses jointures blanchirent. Elle a protégé des enfants, répéta-t-elle, et quelque chose qui ressemblait à de la fierté mêlée de chagrin traversa son visage. Bien sûr qu'elle l'a fait. C'est qui elle est, tout comme son père. Elle regarda Dante avec une intensité soudainement perçante. Éteignent vos enfants. Dante ne voyait pas l'intérêt de mentir. Oui, alors vous êtes la raison pour laquelle ma fille est en train de mourir. Les mots frappèrent Dante plus fort qu'il ne l'avait prévu. Oui, répondit-il simplement, je le suis. Isabelle le fixa longuement. La plupart des hommes trouveraient des excuses. Ils rejetteraient la faute sur quelqu'un d'autre. Vous ne faites pas cela. Il n'y a pas d'excuse, répondit Dante. Ma vie, mes décisions, mes ennemis ont créé cette situation. Emma a fait un choix courageux et altruiste, mais elle n'aurait pas eu à le faire sans moi. Quel genre d'homme es-tu? Demanda Isabelle doucement. Quel genre d'homme pousse les gens à s'en prendre à toi et à tes enfants? Un homme compliqué, répondit Dante. Un homme qui essaie d'être meilleur qu'il ne l'était, mais qui porte toujours le poids de ce qu'il a été. Isabelle ferma brièvement les yeux, et lorsqu'elle les rouvrit, ils brillaient de larmes contenues. « Je veux la voir, je vais m'en occuper, promit Dante. Les règles de visite sont strictes à l'unité de soins intensifs, mais je ferai en sorte que vous puissiez la voir. »« Pourquoi feriez-vous cela? » demanda Isabelle. « Pourquoi vous souciez-vous de ce qui arrive à Emma? Est-ce par culpabilité? » Dante réfléchit attentivement à la question. « Les deux, admit-il, mais aussi autre chose. Votre fille a regardé 2 enfants qu'elle connaissait à peine et a décidé qu'il valait la peine de mourir pour eux. Ce genre d'altruisme est rare, il est précieux. Je veux m'assurer qu'elle survive afin qu'elle puisse continuer à être ce genre de personne dans un monde qui a désespérément besoin de plus de gens comme elle. » Isabelle scruta son visage pendant un long moment. « Tu es amoureux d'elle? » »« Non, » répondit immédiatement Dante. Mais alors même qu'il parlait, il se sentit incertain. L'amour, c'était ce qu'il avait partagé avec Lucia. Des années passées à construire une vie ensemble, faite de rêves communs et d'intimité quotidienne. Ce qu'il ressentait pour Emma était différent, quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. De l'admiration, certainement, de la gratitude, absolument, mais aussi quelque chose de plus profond. Quelque chose qui avait pris racine dans son cœur lorsqu'elle avait murmuré « Ce ne sont que des enfants », alors que sa vie s'écoulait sur le sol du restaurant. « Pas encore, » dit Isabelle, voyant dans son expression quelque chose que Dante lui-même ne comprenait pas tout à fait. « Mais tu le seras, je le vois. Ma file a cet effet sur les gens. »
Elle te donne envie d'être meilleur que tu ne l'es. Avant que Dante n'ait pu répondre, son téléphone vibra. Le nom de Sophia apparut à l'écran. Il répondit immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas, papa ?» La voix de Sophia était étouffée par les larmes. Une infirmière est venue nous réveiller. Elle dit « Manson Sedlelema se réveille. Elle demande quelqu'un. » Dante se leva d'un bond. « J'arrive tout de suite. Reste avec Vincent. » Il raccrocha et regarda Isabelle. « Emma se réveille. Je dois y aller. Aide-la, » dit Isabelle avec insistance. « Quoi qu'il arrive, quoi qu'elle ait besoin, aide-la. Promets-le-moi. »« Je te le promets, » dit Dante, et il le pensait de tout son être. Il courut dans les couloirs de l'hôpital avec une fougue qui ne lui ressemblait pas, lui qui était d'ordinaire si maître de lui. Vincent avait du mal à le suivre, lui criant de ne pas attirer l'attention, de respecter le protocole, mais Dante s'en moquait. Emma se réveillait. Elle se battait pour revenir à la vie. Les portes de l'unité de soins intensifs s'ouvraient déjà lorsqu'il arriva. La même infirmière aimable l'attendait. Elle est consciente, mais désorientée. Elle n'arrête pas de demander si les enfants vont bien. J'ai pensé que vous pourriez l'aider à se calmer. Dante entra dans l'unité et se dirigea directement vers le lit d'Emma. Ses yeux étaient ouverts, le regard vague, mais ouvert, et elle essayait de parler malgré le tube respiratoire. Un médecin s'apprêtait déjà à le retirer, expliquant que son taux d'oxygène était bon et qu'elle pouvait désormais respirer seule. L'opération prit plusieurs minutes. Emma toussa et haleta lorsque le tube fut retiré, son corps se souvenant comment respirer sans assistance mécanique. Dante se tenait à son chevet, le cœur battant, attendant. Finalement, les yeux d'Emma trouvèrent dans son visage. La reconnaissance passa sur ses traits, suivie de confusion, puis de clarté. Ses lèvres bougèrent, et lorsqu'un son sortit, il était rauque et faible, mais indubitable. Les enfants sont en sécurité. Dante sentit quelque chose se briser et se reconstruire simultanément dans sa poitrine. Après tout ce qu'elle avait enduré, l'opération, le traumatisme, 18 heures d'inconscience, sa première préoccupation était toujours Sophia et Marco. « Ils sont sains et saufs, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Il n'essaya pas de le cacher. « Ils sont juste dehors, ils étaient étonnants de te voir. Ils étaient tellement inquiets. » Emma ferma les yeux, soulagée, des larmes coulant sur ses joues pâles. « Bien, » murmura-t-elle. « C'est bien. Comment vous sentez-vous » demanda le médecin en vérifiant ses moniteurs. « Avez-vous mal quelque part ?»« Tout me fait mal, » admit Emma d'une voix à peine audible. « Mais je suis bien vivante, » confirma le médecin avec un sourire. « Vous avez eu une chance incroyable, Madame Rodriguez. Vos blessures étaient graves, mais vous êtes jeune et forte. Avec des soins appropriés et du repos, vous devriez vous rétablir complètement. » Le regard d'Emma se posa à nouveau sur Dante. « Tu es là. »« Je suis là depuis qu'ils t'ont amené, » dit Dante. « Je ne voulais pas partir avant d'être sûr que tu allais bien. Vos enfants vont bien. Ils sont indemnes, grâce à vous. » Dante approcha la chaise et s'assit, se mettant à la hauteur de ses yeux. « Emma, ce que vous avez fait, il n'y a pas de mots pour le décrire. Vous leur avez sauvé la vie. N'importe qui aurait... » commença Emma, mais Dante secoua la tête. « Non, ce n'est pas vrai. La plupart des gens auraient fui, auraient cherché à se protéger. Vous avez avancé alors que tout le monde reculait. Vous avez fait passer 2 enfants que vous connaissiez à peine avant votre propre sécurité. Ce n'est pas normal, c'est extraordinaire. » Emma semblait gênée par ces éloges. « Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste agi. C'est ce qui rend votre geste encore plus remarquable, » dit Dante. C'était de l'instinct pur, de la bonté pure. Une infirmière les interrompit doucement. « Je suis désolé, mais Madame Rodriguez a besoin de repos. L'excitation du réveil a fait monter sa tension artérielle. Nous devons la garder calme. »« Mes enfants peuvent-ils la voir ?» a demandé Dante. « Juste un instant, ils ont été terrifiés. » L'infirmière a hésité, puis a acquiescé. 2 minutes, pas plus. Dante est allé chercher Sophia et Marco, qui attendaient anxieusement avec Vincent juste devant les portes de l'unité de soins intensifs. Les visages des 2 enfants étaient baignés de larmes, leurs yeux rougis par les pleurs. « Elle est réveillée », leur a dit Dante en s'accroupissant à leur hauteur. « Mais elle est très faible et a besoin de repos. Vous pouvez l'avoir juste 1 minute pour lui dire bonjour, mais ensuite nous devons la laisser dormir, vous comprenez ?» Les 2 enfants acquiescèrent solennellement.
Dante les conduisit dans l'unité de soins intensifs. Vincent les suivait à une distance respectueuse. Quand Emma vit les jumeaux, son visage fatigué s'illumina d'un sourire sincère. Bonjour, dit-elle doucement. Venez ici. Sophia et Marco s'approchèrent du lit avec précaution, comme si Emma pouvait se briser. Sophia tendit la main et toucha doucement celle d'Emma. Tu nous as sauvés, dit Sophia d'une voix tremblante. Les méchants allaient nous faire du mal, mais tu les as arrêtés. Tu es notre héroïne, ajouta Marco, son petit visage sérieux plus grave que jamais. Comme dit papa, tu es notre ange. Les yeux d'Emma se remplirent à nouveau de larmes. Je suis juste contente que vous alliez bien tous les deux. C'est tout ce qui compte. Tu vas mourir? Demanda Sophia avec la franchise directe de l'enfance. Comme maman. Non, ma chérie, répondit Emma, bien que l'effort de parler la fatiguait visiblement. Je vais m'en sortir. J'ai juste besoin de me reposer, et ensuite je serai comme neuve. Tu promets? Demanda Marco. Je te le promets, répondit Emma, et même si elle ne pouvait pas savoir si c'était vrai, la conviction dans sa voix fit même croire Dante. Mademoiselle Emma, dit Sophia en sortant quelque chose de sa poche. Je vous ai fait ça à la cafétéria de l'hôpital. Ils avaient du papier et des crayons. Elle brandit un dessin représentant des bonhommes allumettes, deux petits et un plus grand avec des ailes d'ange. C'est vous qui nous protégez. Emma prit le dessin avec précaution, le tenant comme s'il était en or. C'est magnifique, Sophia. Merci. Je le garderai pour toujours. L'infirmière tapota sa montre et Dante acquiesça. Nous devons laisser Mademoiselle Emma se reposer maintenant, mais nous reviendrons bientôt, d'accord? Les deux enfants se penchèrent prudemment et donnèrent à Emma une étreinte très douce avant que Dante ne les guide vers la sortie. Vincent les emmena prendre leur petit déjeuner, laissant Dante seul avec Emma une fois de plus. « Ta mère est à l'étage, dit Dante doucement. Elle sait ce qui s'est passé. Elle veut te voir. »« Maman, dit Emma, le visage assombri, elle doit être tellement inquiète. Et les factures. Je dois retourner travailler. »« Le restaurant va bien, l'interrompit Dante gentiment. Et les factures de ta mère aussi. Je m'occupe de tout. »« Non, dit Emma avec une fermeté surprenante. Je ne veux pas de charité. »« Je ne veux pas. Ce n'est pas de la charité, dit Dante, c'est de la gratitude. C'est le moins que je puisse faire après ce que tu as fait pour ma famille. S'il te plaît, Emma, laisse-moi t'aider. » Emma semblait vouloir discuter, mais la fatigue la submergeait. Ses yeux n'arrêtaient pas de se fermer, malgré ses efforts pour rester éveillés. « Repose-toi, dit Dante doucement. Nous réglerons tout cela plus tard. Pour l'instant, concentre-toi juste sur ton rétablissement, Dante, murmura Emma, la voix faiblissante. Les hommes, ils reviendront. Ta vie, elle est dangereuse. Je sais, admit Dante, mais c'est mon fardeau à porter, pas le tien. Les enfants. Les yeux d'Emma se fermaient maintenant, le sommeil l'emportant malgré sa résistance. Seront protégés. Dante l'a toujours promis. Je te donne ma parole. La respiration d'Emma s'approfondit dans le sommeil, sa main se détendant dans la sienne. Dante resta assis là un moment, regardant cette femme remarquable qui avait bouleversé son monde en l'espace d'une seule soirée. Sibel Rodriguez avait raison. Emma vous donnait envie d'être meilleur, et Dante commençait à réaliser qu'il voulait vraiment être meilleur. Pas seulement pour ses enfants, même si c'était une raison suffisante, mais aussi pour la femme allongée dans ce lit d'hôpital qui se battait pour revenir à la vie avec le même courage dont elle avait fait preuve en affrontant le danger. Il se leva enfin, déposa un baiser doux sur le front d'Emma et quitta l'unité de soins intensifs. Vincent l'attendait avec les jumeaux, qui avaient pris des crêpes de la cafétéria, aux pépites de chocolat et aux myrtilles, comme il les avait commandées au restaurant avant que tout ne tourne mal. « Et maintenant, patron ?» demanda Vincent à voix basse. Dante regarda ses enfants, puis se tourna vers les portes de l'unité de soins intensifs où Emma dormait. Pour la première fois depuis des années, il n'avait absolument aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Sa vie soigneusement contrôlée avait été bouleversée par une serveuse altruiste et son courage incroyable. Dante répondit lentement. « Nous allons trouver comment mériter la seconde chance qu'elle nous a donnée. » Sophia lui tira la main. « Papa, est-ce que Mademoiselle Emma pourra venir vivre avec nous quand elle ira mieux, pour qu'elle n'ait plus à travailler aussi dur? » C'était une question innocente posée par une enfant de 6 ans qui venait de rencontrer son héroïne. Mais en regardant le visage plein d'espoir de sa fille,
Dante se rendit compte que ce n'était pas une idée si étrange après tout. Emma Rodriguez était entrée dans leur vie comme un ange apparu au milieu du chaos. Et peut-être, juste peut-être, était-elle destinée à rester. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit pluvieuse de novembre au restaurant, et Emma Rodriguez réapprenait à marcher. Encore quelques pas, l'encourageait Maria, sa kinésithérapeute, tandis qu'Emma s'agrippait au bord parallèle avec une détermination farouche. Tu te débrouilles très bien. Tes progrès sont remarquables. Emma poussait ses jambes vers l'avant, à chaque pas, envoyant des échos de douleur à travers son corps en convalescence. La blessure avait causé des dommages importants, et le processus de guérison était lent et frustrant, mais elle n'avait jamais été du genre à abandonner facilement. C'est tout pour aujourd'hui, dit Maria avec un sourire approbateur. Tu as augmenté ta distance de 20% cette semaine. À ce rythme, tu courras des marathons au printemps. Je me contenterai de marcher jusqu'à la salle de bain sans avoir l'impression d'avoir gravi l'Everest, répondit Emma en esquissant un sourire fatigué alors qu'elle s'installait dans le fauteuil roulant qui était devenu sa réalité temporaire. Alors que Maria la ramenait vers sa chambre d'hôpital, Emma aperçut 2 petites silhouettes familières qui couraient dans le couloir. Vincent les suivait à un rythme plus modéré. « Mademoiselle Emma !» cria Sophia, son bandeau rouge rebondissant tandis qu'elle courait. « Nous vous avons apporté quelque chose, dit Marco en brandissant un récipient en plastique. Des cookies aux pépites de chocolat. Des vrais, pas ceux de l'hôpital. » Le cœur d'Emma se gonfla à leur vue. Pendant 3 semaines, les jumeaux lui avaient rendu visite presque tous les jours, lui apportant des dessins, des récits de leur journée et une joie contagieuse qui rendait la chambre d'hôpital moins stérile. Leur père venait aussi, mais il restait généralement debout dans l'embrasure de la porte, l'air mal à l'aise, comme s'il ne savait pas trop quel rôle jouer. « Ils ont l'air délicieux, dit Emma, tandis que les enfants se pressaient autour de son fauteuil roulant. « Tu as aidé à les faire? C'est Rosa qui les a faites, expliqua Sophia. Au restaurant, papa nous a emmenés et tout le monde a demandé de tes nouvelles. Rosa a pleuré et m'a dit de te dire qu'elle priait pour toi. » La mention du restaurant fit mal à Emma. Elle y travaillait depuis 5 ans, avait noué des relations avec les habitués, avait trouvé une sorte de famille dans le chaos des heures de pointe du dîner et des foules du petit déjeuner tôt le matin. À présent, à cause d'une seule nuit, tout avait changé. « Où est ton père ?» demanda Emma, remarquant que Dante n'était pas avec eux. Au téléphone, Marco avait répondu en roulant des yeux de manière théâtrale, ce qui semblait étrangement adulte sur son visage de 6 ans. Toujours au téléphone. Vincent dit « Papa travaille trop ». Vincent s'éclaircit la gorge diplomatiquement. « Monsieur Moretti s'occupe de nombreuses affaires importantes. » Emma sourit à cette formulation prudente. Elle avait appris au cours des dernières semaines que Vincent était passé maître dans l'art d'en dire beaucoup tout en révélant peu. Il avait été gentil avec elle, toujours respectueux, mais avait maintenu une distance professionnelle qui rappelait à Emma qui étaient exactement ces gens. Dante apparut quelques instants plus tard, le téléphone à la main, l'air préoccupé. Mais lorsqu'il vit Emma, son visage s'adoucit. Une transformation dont Emma avait été témoin de plus en plus souvent au fil du temps passé ensemble. « Emma, » dit-il d'une voix chaleureuse, « comment s'est passée la kinésithérapie? Douleur et épuisement, amidement. Donc, en gros, un succès. » Dante sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Le médecin dit « Vous guérissez plus vite que prévu. Ils parlent de vous laisser sortir dans quelques jours. » Emma sentit son estomac se nouer à cette nouvelle. Elle essayait de ne pas penser à ce qui allait suivre. Son petit appartement nécessitait de monter 3 étages. Impossible dans son état actuel. Sa mère était toujours à l'hôpital, à l'étage, où elle suivait encore un traitement, et les frais médicaux liés à ces soins devaient être astronomiques, s'ajoutant à la dette déjà insurmontable. Comme s'il lisait dans ses pensées, Dante dit prudemment « Nous devons parler de ta situation. As-tu un endroit où aller quand ils te laisseront sortir? » « Je trouverai une solution, » répondit Emma, détestant l'incertitude dans sa propre voix. « Mademoiselle Emma devrait venir vivre avec nous. » Sophia l'annonça avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. « Nous avons beaucoup de chambres et elle peut avoir celle avec les grandes fenêtres où maman avait l'habitude de peindre. » « Sophia, » dit Dante doucement, « nous en avons déjà parlé. Mademoiselle Emma a sa propre vie, ses propres projets. En fait,
L'interrompit Emma, se surprenant elle-même. Je n'ai pas vraiment de projet ni de moyens pratiques de gérer seul mon rétablissement, dit-elle en prenant une inspiration, la fierté luttant contre la nécessité. Les médecins disent que j'aurai besoin d'aide pendant au moins 6 semaines. Mon appartement n'est pas accessible. Ma mère est toujours ici. Je n'ai pas de famille à proximité ni d'amis qui peuvent prendre congé pour m'aider. L'expression de Dante devint indéchiffrable. Je voulais te parler de ça. J'ai une proposition à te faire, Emma attendit, ne sachant pas à quoi s'attendre. Viens séjourner chez moi pendant ta convalescence, dit Dante. Ce n'est pas de la charité, ajouta-t-il rapidement, voyant la résistance automatique d'Emma. En tant qu'emploi, les jumeaux ont besoin d'une nounou, quelqu'un qui puisse être là quand je travaille, les aider à faire leurs devoirs, leur apporter de la stabilité. Tu aurais ta propre suite, une intimité totale et un accès complet à notre équipement de physiothérapie. En échange, tu passerais du temps avec Sophia et Marco. Seulement des tâches légères, rien qui n'interfère avec ta convalescence. Je ne sais rien du métier de nounou, protesta Emma. Tu sais être gentil, répondit Dante. Tu sais comment faire en sorte que mes enfants se sentent en sécurité et appréciés. C'est plus important que n'importe quel diplôme. Emma regarda les jumeaux qui la regardaient avec des expressions pleines d'espoir. L'offre était tentante, presque trop tentante. Elle résolvait ses problèmes immédiats, tout en lui permettant de conserver sa dignité grâce à un travail plutôt qu'en acceptant l'aumône. Mais cela signifiait aussi entrer plus complètement dans le monde de Dante, faire partie d'une vie qu'elle ne comprenait pas entièrement. « Et ma mère ?» demanda Emma. « Je ne peux pas simplement l'abandonner ici. Les soins de votre mère sont pris en charge, dit Dante. Tous, et lorsqu'elle sera suffisamment rétablie pour sortir de l'hôpital, nous prendrons également des dispositions pour ses soins. Ce n'est pas une condition, Emma. Que vous acceptiez ou non le poste de nounou, les frais médicaux de votre famille sont pris en charge. Pourquoi? Demanda Emma. La question qui la brûlait depuis des semaines. Pourquoi faites-vous tout cela? Dante s'accroupit à côté de son fauteuil roulant, se mettant à la hauteur de ses yeux. Parce que tu as sauvé la vie de mes enfants. Parce que tu es une personne bien qui mérite qu'on t'aide. Et parce que... Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. Parce que tu me rappelles que la bonté existe encore. Je veux protéger cela. Te protéger. Emma sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle avait été indépendante pendant si longtemps, portant seule ses fardeaux, qu'accepter de l'aide lui semblait étrange et effrayant. Mais elle était également épuisée par la douleur, l'inquiétude et la lutte constante pour survivre. « D'accord, dit-elle doucement, je vais essayer temporairement, jusqu'à ce que je sois complètement rétablie. » Sophia poussa un cri de joie et jeta ses bras autour du cou d'Emma. Marco fit de même de l'autre côté, et Emma se surprit à rire malgré ses larmes, submergées par leur joie simple. Dante se leva, posant brièvement sa main sur l'épaule d'Emma. « Merci de nous faire confiance. » 5 jours plus tard, Emma sortit de l'hôpital. La voiture de Dante, une élégante berline noire qui coûtait probablement plus cher que tout ce qu'Emma avait gagné dans sa vie, s'arrêta devant un immeuble de l'Upper East Side de Manhattan qui lui coupa le souffle. « C'est ici que vous vivez? » demanda Emma en regardant le gratte-ciel moderne. « Au dernier étage, confirma Dante en l'aidant à sortir de la voiture, tandis que Vincent s'occupait de son fauteuil roulant. La vue est spectaculaire. Le trajet en ascenseur jusqu'au penthouse semblait irréel. Emma avait passé toute sa vie dans de modestes appartements de Brooklyn. Elle n'avait jamais imaginé des espaces comme celui dans lequel elle venait d'entrer. Des baies vitrées donnant sur Central Park, des meubles modernes et élégants, des œuvres d'art au mur qui valaient probablement plus que la maison de sa mère. « Ta chambre est par là, dit Dante, en la conduisant dans un couloir. Je l'ai aménagée avec tout ce que le médecin a recommandé. » La suite était plus grande que tout l'appartement d'Emma. Un lit de qualité hospitalière avec des commandes pour le régler. Une salle de bain privée avec des barres d'appui et une douche à l'italienne conçue pour être accessible. De grandes fenêtres avec des stores automatiques. Et partout, de petites attentions qui témoignaient d'une grande prévenance. Des fleurs fraîches, des livres sur la table de chevet, des photos de Sophia et Marco jouant dans le parc. Les jumeaux ont aidé à la décoration, expliqua Dante, remarquant l'attention qu'Emma portait au dessin des enfants soigneusement accrochés à un mur. Ils voulaient que vous vous sentiez la bienvenue. C'est parfait, dit Emma, sincèrement émue. Merci. Au cours des semaines suivantes,
Emma s'est installée dans une routine à la fois étrange et confortable. Les matins commençaient par une séance de kinésithérapie dans la salle de sport privée de l'immeuble, où Dante avait engagé un kinésithérapeute pour travailler avec elle tous les jours, puis par un petit déjeuner avec les jumeaux, qu'elle aidait à faire leurs devoirs. Tout en poursuivant sa propre guérison, elle a découvert que Sophia aimait l'art et pouvait passer des heures à dessiner des images élaborées de leur famille, incluant désormais toujours Emma, généralement avec des ailes d'ange. Marco était fasciné par les chiffres et les motifs et faisait déjà des mathématiques bien au-delà de son âge. Les deux enfants étaient brillants, adorables et avides d'interactions normales. Ils ne vont pas à l'école normale? Demanda Emma à Dante un soir à l'homme. Oh, hein, alors qu'ils étaient assis dans le salon après que les jumeaux se soient couchés. Pour des raisons de sécurité, répondit Dante avec précaution. Ils ont d'excellents tuteurs et socialisent lors d'activités soigneusement surveillées. Ce n'est pas idéal, mais c'est nécessaire. C'est difficile de grandir ainsi, fit remarquer Emma. C'est vrai, admit Dante, l'air troublé. Parfois, je me demande si je les protège ou si je les isole, si la vie que je leur ai construite les protège ou si elle les emprisonne. C'était la première fois qu'il exprimait ses inquiétudes avec autant de sincérité, et Emma se sentit privilégiée par la confiance implicite dans ses paroles. Ils sont heureux, dit Emma. Ils rient, ils jouent, ils se sentent aimés. C'est ce qui compte le plus. Dante la regarda avec une intensité qui coupa le souffle à Emma. Tu as apporté de la lumière dans cette maison. Ils rient davantage depuis ton arrivée. Ils sont plus légers, d'une certaine manière. Toi aussi, dit Emma avant de pouvoir s'en empêcher. Dante sourit, ce rare sourire qui transformait tout son visage. Je suppose que oui, tu as cet effet sur les gens. Au fil des semaines, Emma remarqua des changements dans le comportement de Dante. Il commença à rentrer plus tôt à la maison, à se joindre aux dîners familiaux, au lieu de manger seul dans son bureau. Il jouait avec les jumeaux, leur lisait des histoires avant de se coucher, les emmenait au parc le week-end avec Vincent, tout en gardant une distance discrète. Il interrogeait Emma sur sa journée, son rétablissement, les progrès de sa mère. Ils discutaient tard dans la soirée, parfois de souvenirs d'enfance, parfois de philosophie, parfois de leurs rêves pour l'avenir. Emma sentait qu'elle tombait, pas exactement amoureuse, mais dans quelque chose, une connexion, une compréhension, une reconnaissance que cet homme compliqué essayait d'être meilleur que ce que ses circonstances exigeaient. Un soir, 6 semaines après son arrivée, Dante trouva Emma sur le balcon qui surplombait la ville. Elle était passée du fauteuil roulant aux béquilles, puis avait finalement réussi à marcher seule, même si elle se fatiguait encore facilement. « Tu ne dors pas ?» lui demanda-t-il en la rejoignant près de la balustrade. « Je réfléchis, admit Emma, à quel point la vie est étrange. Il y a 2 mois, je servais des crêpes et je m'inquiétais pour le paiement des factures. Maintenant, je me tiens sur le balcon d'un penthouse à Manhattan et j'aide à élever 2 enfants incroyables. « Tu le regrettes ?» demanda Dante doucement. « Tout ce qui s'est passé ?» Emma réfléchit attentivement à la question. Elle avait perdu son ancienne vie, son indépendance, sa certitude quant à qui elle était et ce qu'elle voulait. Mais elle avait aussi gagné quelque chose, un but, des liens, une famille qui lui semblait plus réelle que tout ce qu'elle avait connu depuis la mort de son père. « Non, répondit-elle finalement. Je ne regrette pas d'avoir protégé Sophia et Marco. Je ne regrette rien de tout cela. » Dante se tourna vers elle. « Emma, je dois te dire quelque chose. Cette nuit-là, au restaurant, quand tu t'es interposée entre mes enfants et moi, tu n'as pas seulement sauvé leur vie, tu as aussi sauvé la mienne. » Le cœur d'Emma se mit à battre à toute vitesse. « Emma, pendant des années, j'ai vécu ma vie de manière mécanique, continua-t-il, la voix rauque d'émotion, faisant semblant, érigeant des murs, me convainquant que la froideur était une force. Puis tu es apparu, avec ton courage incroyable et ton refus de laisser les circonstances difficiles te rendre amère. Tu m'as rappelé ce que signifie être humain. » Il lui prit la main délicatement, d'un geste doux. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, Emma Rodriguez. Je ne sais pas si c'est juste de dire que c'est trop tôt, si tu pourrais un jour ressentir la même chose pour quelqu'un comme moi, mais tu m'as dit un jour que quelqu'un devait être l'ange de mes enfants. Ce que tu ne réalises pas, c'est que tu as été le mien aussi. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Elle avait senti le lien se renforcer entre eux,
mais avait eu peur de le nommer. Elle avait peur d'espérer qu'un homme comme Dante Moretti puisse voir en elle autre chose que la femme qui avait reçu une balle. « Je tombe aussi amoureuse », murmura-t-elle. J'avais trop peur de l'admettre, mais c'est vrai. Dante prit son visage entre ses mains, le touchant avec révérence. « Alors tombe amoureuse avec moi. Laisse-moi te prouver que je suis digne de toi. Laisse-moi construire quelque chose de mieux que ce que j'ai été jusqu'à présent. » Et tandis que les lumières de Manhattan scintillaient sous leurs pieds et que l'avenir s'étendait devant eux, incertain mais plein d'espoir, Emma se blottit dans les bras de Dante et crut pour la première fois depuis des années que les anges existaient pour tout le monde, même pour les hommes compliqués qui cherchaient la rédemption, même pour les serveuses qui s'étaient exposées au danger et avaient découvert l'amour de l'autre côté. 3 mois après cette nuit sur le balcon, Emma était assise en face de 2 agents du FBI dans un café à 3 pâtés de maison de l'immeuble de Dante. Son cœur battait à tout rompre lorsque l'agent spécial Chen fit glisser un dossier sur la table. « Nous savons qui vous êtes, mademoiselle Rodriguez », dit calmement l'agent Chen. « La fille du détective Michael Rodriguez. Nous savons que vous vivez avec Dante Moretti. Nous sommes au courant de l'incident au restaurant. » Les mains d'Emma tremblaient légèrement. « Que voulez-vous? Votre aide ?» répondit l'autre agent, Morrison. « Nous montons un dossier depuis des années. Nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un en qui Moretti a confiance. »« Je ne le trahirai pas, » répondit immédiatement Emma. « Même en sachant ce qu'il est, » demanda Chen. « Ce que fait son organisation. » Emma la regarda droit dans les yeux. « Je sais qu'il essaie de changer. Je l'ai vu. » L'agent Morrison se pencha en avant. « Les gens comme Moretti ne changent pas, mademoiselle Rodriguez. Ils deviennent juste plus doués pour cacher ce qu'ils sont. Votre père le savait. Il est mort en essayant d'arrêter des hommes comme lui. » La mention de son père la frappa durement, mais Emma refusa de fléchir. « Mon père m'a aussi appris que les gens méritent une seconde chance, que la rédemption est possible. »« C'est ce que vous pensez ?» demanda Chen. « La rédemption? Ou êtes-vous simplement amoureuse d'un homme très doué pour la manipulation? » La question hantait Emma alors qu'elle retournait à l'appartement terrasse. Était-elle naïve? Ses sentiments l'avaient-ils aveuglée au point de lui faire perdre de vue la réalité? Elle trouva Dante dans son bureau et les mots sortirent d'avant qu'elle ne puisse les retenir. « Le FBI m'a contacté aujourd'hui. » L'expression de Dante ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. « Que voulait-il? Que je te dénonce? Que je les aide à monter leur dossier? » Emma prit une inspiration. Je dis, « Non, mais Dante, j'ai besoin de la vérité. Toute la vérité. Que suis-je en train de protéger exactement? » Dante se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la ville. « Tu mérites d'être honnête. » Sa voix était grave. « Ma famille a bâti sa fortune par des moyens qui n'étaient pas toujours légaux. J'ai hérité de cet empire à 20 ans. Pendant 15 ans, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai maintenu les territoires, géré les opérations, pris des décisions qui profitaient à l'organisation. Et maintenant, demanda Emma, j'ai des enfants qui me demandent ce que je fais dans la vie. Maintenant, tu me regardes comme si je pouvais être quelqu'un de mieux. » Il se tourna vers elle. « Je travaille avec mes avocats depuis des mois pour tout transférer vers des entreprises légitimes, l'immobilier, la restauration, les investissements. C'est compliqué et lent, mais ça avance. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je voulais te présenter quelque chose de fini, quelque chose de propre. » La voix de Dante se brisa légèrement. « Je voulais être digne de toi avant de te demander de t'engager dans cette vie. » Emma, de l'autre côté de la pièce, lui prit les mains. « Je suis tombée amoureuse de qui tu es aujourd'hui, pas de qui tu seras un jour. Mais Dante, si tu changes vraiment, si tu quittes vraiment ce monde, tu ne peux pas faire les choses à moitié. Que veux-tu dire? Je veux dire que si le FBI a un dossier, peut-être que coopérer est la bonne chose à faire, non pas pour trahir des gens, mais pour tourner définitivement la page, pour choisir un avenir différent pour Sofia et Marco, pour nous. » Dante la serra contre lui, son front contre le sien. « Ce genre de coopération comporte des risques, des conséquences, des gens qui ne seront pas contents. »« Alors nous les affronterons ensemble, » dit simplement Emma. Le lendemain matin, une crise inattendue survint. Isabelle Rodriguez, qui devait sortir de l'hôpital, avait disparu. Les images de vidéosurveillance montraient 2 hommes l'accompagnant jusqu'à une voiture. Un message arriva sur le téléphone de Dante.
Votre coopération pour sa sécurité. Les mains d'Emma tremblaient tandis qu'elle le lisait. Ils ont enlevé ma mère. La famille Castellano, dit Dante d'un ton sinistre. Ils en profitent pendant que je suis vulnérable. Que faisons-nous? Demanda Emma, luttant contre la panique. Dante passa 3 coups de fil, le premier à son avocat, le deuxième à l'agent Chen, le troisième à ses contacts les plus fiables. J'en ai assez de ces jeux, dit-il. S'ils veulent notre coopération, ils l'auront, mais à mes conditions. En quelques heures, un accord fut conclu. Dante fournirait des informations sur les opérations criminelles, non pas celles de ses propres hommes, mais celles de leurs rivaux communs, ceux qui avaient déclenché tout ce conflit. En échange, il obtiendrait l'immunité pour sa famille, la protection d'Isabelle et un nouveau départ. « Vous êtes sûr? » demanda l'agent Chen, alors qu'ils étaient assis dans la salle de conférence d'un bâtiment fédéral. « Une fois que vous aurez fait cela, vous ne pourrez plus revenir en arrière. »« J'ai essayé de revenir en arrière toute ma vie, » répondit Dante. « Il est temps d'aller de l'avant. » Les informations fournies par Dante permirent de retrouver Isabelle saine et sauve en moins de 24 heures et de démanteler les opérations qui sévissaient à Brooklyn depuis des années. Cela marqua également la fin de l'implication de Dante Moretti dans le monde dont il avait hérité. 6 mois plus tard, Emma se tenait à l'entrée d'un restaurant récemment rénové à Brooklyn. Au-dessus de la porte, une enseigne indiquait « Angelos », du nom de son père, le détective Angelo Michel Rodriguez, dont la photo sur le badge était fièrement accrochée à l'intérieur. « Qu'en penses-tu? » demanda Dante, apparaissant à ses côtés avec Sophia et Marco. « C'est parfait, » répondit Emma, les larmes aux yeux. Le restaurant était une idée de Dante, une entreprise légitime, certes, mais aussi un hommage à la mémoire de son père et un symbole de leur nouveau départ. À l'intérieur, Rosa était déjà en train de cuisiner, ayant accepté le poste de chef cuisinière avec des larmes de joie. Les habitués du restaurant avaient suivi, curieux de voir la transformation. Isabelle était assise à une table près de la fenêtre, son traitement terminé avec succès, et semblait en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Mademoiselle Emma » appela Sophia. « Venez voir le menu. Il contient tous nos plats préférés. » Emma rit et rejoignit les enfants à une table. La même table où tout avait changé lors de cette nuit pluvieuse de novembre. Le restaurant avait acheté des pièces récupérées du restaurant de Sal, préservant ainsi la mémoire tout en construisant quelque chose de nouveau. Dawn se glissa à côté d'elle et lui prit la main. À son doigt se trouvait une bague de fiançailles simple. Pas d'étalage ostentatoire, juste une promesse d'éternité. « Es-tu heureuse? » demanda-t-il doucement. Emma regarda autour d'elle la vie qu'ils avaient construite ensemble, les enfants qu'il appelait désormais maman, sa mère, en bonne santé et souriante, l'homme qui avait choisi la rédemption plutôt que la réputation, le restaurant rempli de gens réunis par la nourriture, la communauté et les secondes chances. « Je suis chez moi, » dit-elle simplement. Ce soir-là, alors qu'ils fermaient le restaurant après une journée d'ouverture réussie, Dante attira Emma vers lui. « Tu as pris une balle pour mes enfants cette nuit-là. Mais tu m'as donné quelque chose de bien plus précieux. Tu m'as rendu mon âme. » Emma l'embrassa doucement. « Toi aussi, tu m'as donné quelque chose. Une famille, un but, une raison de croire que les anges existent pour tout le monde, même pour les hommes brisés, » demanda Dante. « Surtout pour les hommes brisés qui essaient de se reconstruire. » À l'extérieur d'Angelos, Brooklyn continuait son mouvement incessant. Les voitures klaxonnaient, les gens riaient, la vie se déroulait dans toute sa complexité désordonnée et magnifique. À l'intérieur, une ancienne serveuse et un homme repenti étaient assis avec 2 enfants et une mère qui avait survécu au cancer, construisant un avenir qu'aucun d'entre eux n'aurait imaginé possible. La preuve que parfois, les anges dont nous avons besoin apparaissent en basket et servent des crêpes. Que la rédemption est réelle, que l'amour peut fleurir même dans les endroits les plus sombres, et que choisir d'aller de l'avant quand tout le monde recule peut changer non seulement une vie, mais plusieurs. Emma Rodriguez avait sauvé les enfants de Dante Moretti cette nuit pluvieuse de novembre. Mais ce faisant, elle les avait sauvés